Bonjour, sur les pas du shiatsu, podcast du blog Ryoho Shiatsu, ouvert à tous les styles, toutes les écoles. Je suis Mathilde Mignot, shiatsushi. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est le temps que ça prend d'apprendre, de faire cet apprentissage. Et c'est un temps qu'on retrouve dans d'autres parcours, que ce soit pour les maîtres sushi ou pour d'autres arts ou en tout cas parcours professionnels au Japon. Il faut du temps pour apprendre, pour assimiler. Aujourd'hui, nous allons parler apprentissage du shiatsu au Japon. Et pour ceci, je suis avec Mehdi Abid. Bonjour Mathilde, je suis praticien en Inishiatsu, installé à Strasbourg. Je vais parler de mon expérience au cours de mon apprentissage en shiatsu au Japon, plus précisément à la clinique Akari Gedo. Alors, est-ce que tu pourrais premièrement nous exposer comment est-ce que tu en arrivais à venir à cette clinique exactement au Japon ? Oui, donc comme beaucoup d'entre vous, je pense, je me suis formé dans une école de shiatsu en France, près de Tours, avec Hervé Eugène. Donc c'est un parcours assez classique sur 3 ans. Et donc à la fin de cette formation, je trouvais que il me manquait quand même une expérience plus approfondie sur le shiatsu à la japonaise. J'avais envie d'aller chercher à la source ce que j'apprenais depuis 3 ans. J'avais aussi besoin de pratiquer. Et donc, en parlant avec Hervé, il m'a conseillé au Japon d'aller contacter cette clinique qui s'appelle l'Akari Gedo à Tokyo pour leur demander une formation. Alors au départ, je pensais rester quelques mois et finalement, je suis resté un peu plus longtemps. Oui, puisqu'il faut savoir qu'avec Mehdi, nous nous sommes connus là-bas. Voilà. À cette fameuse clinique. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que c'est assez codifié comme apprentissage, comment est-ce que ça se passe du début jusqu'à ce que tu sois parti ? Oui, alors j'ai déjà présenté la clinique en elle-même pour comprendre le contexte. On n'est pas sur une école de shiatsu, comme il peut en exister au Japon. On va être sur un lieu qui accueille une patientèle, une clientèle. Tous les jours, il y a une trentaine de personnes qui viennent recevoir des soins. Et c'est un lieu donc avec une équipe. À l'époque, alors on était 6, en comptant le directeur, à proposer des soins. C'est alors une clinique qui proposait un panel assez large de soins, que ce soit, donc on parle du shiatsu aujourd'hui, mais c'est une clinique aussi qui propose de l'acupuncture, de la pharmacopée, du kampo, la pharmacopée japonaise, qui propose également tout ce qu'on peut avoir du panel en fait de la médecine orientale, acupuncture, moxibution, ventouse, comme je disais, pharmacopée. Donc c'est un lieu de travail, on n'est pas sur juste un apprentissage. C'est ça que je trouve intéressant aussi, un apprentissage, que ce soit théorique. On est tout de suite dans l'application. Et donc pour moi, le fait d'y aller, c'était comme un apprentissage, en gros. Apprendre sur place et mettre en application. Donc juste pour préciser, c'est une clinique qui existe depuis maintenant, je crois, bien plus de 45 ans. Et elle a été fondée par la personne qu'on appelle Incho, c'est-à-dire le directeur de la clinique, qui s'appelle donc Takeuchi Nobuyuki. C'est un personnage, je vous conseille d'aller lire son interview sur le site Ryoho Shiatsu. Une interview qui a été faite il y a quelques années, juste après le confinement. Voilà, je vous conseille vraiment de prendre le temps de lire et de comprendre le personnage. On n'en parlera pas plus là aujourd'hui, mais voilà, c'est lui le fondateur de la clinique et c'est lui aussi qui a codifié et mis en place ce style qu'on appelle le Yin Shiatsu notamment. Donc c'était nécessaire d'en parler. Concernant le fonctionnement de la clinique, ou en tout cas les étapes d'apprentissage, je vais faire une différence entre ma propre expérience et celle de mes collègues japonais. D'abord en parlant d'eux, pour eux, ça va commencer par, alors je crois, 3 ou 4 années d'alternance, où ils vont venir travailler, pratiquer à la clinique. Et en parallèle, c'est une affaire de demi-journée, suivre un cursus scolaire dans une école de médecine orientale. Donc où ils vont apprendre effectivement l'acupuncture, comme je disais, la moxibution, la pharmacopée, le massage. Un parcours un peu classique qui va ensuite être adapté et surtout revu, corrigé dans le contexte de la clinique. Très bien, mais alors du coup, toi, comment tu t'es glissé là-dedans, puisque toi, tu avais comme bagage surtout le shiatsu et non tous ces autres outils. Donc comment est-ce qu'ils prennent l'apprentissage du shiatsu dans ces cliniques ? Alors déjà, moi, j'avais pour particularité d'être un étranger, un gaijin. Donc déjà, la problématique première, c'est que je pratiquais pas le japonais. Voilà, je parlais à peine japonais en arrivant. Donc dans un premier temps, le temps d'apprendre des fondamentaux, que ce soit en japonais mais aussi en shiatsu, parce qu'il a fallu tout remettre à zéro. C'est un style assez différent. Et puis,
Comme ils le disent, pour apprendre, pour débuter l'apprentissage, il faut vider son verre de connaissances, de pratiques passées, mettre tout ça de côté et laisser les connaissances que vont nous apporter, en l'occurrence le directeur et puis les senpai et les autres collègues. Donc concernant les conditions d'apprentissage, moi j'ai suivi un peu ce qui s'était fait avec mes collègues japonais. Donc on est sur une approche assez codifiée dans un monde très hiérarchique. On a le système donc du maître en haut de la hiérarchie, ensuite les senpai, donc les anciens, et les kuhai, les nouveaux arrivants. J'avais ce statut-là de kuhai, avec tout ce qui va avec. Donc les kuhai, en fait, ce qu'ils vont faire, ça va être de s'occuper de la clinique, de l'arrière-boutique en quelque sorte. On passe beaucoup de temps à plier des serviettes, à préparer les lits, à faire le ménage bien sûr, à nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer dans une clinique, et également faire à manger. C'est le rôle des nouveaux arrivants dans cette clinique, qu'ils soient japonais ou non. Après, les exigences vont être différentes, bien sûr, si on est étranger et en fonction du temps qu'on a prévu de prendre au sein de la clinique. Les exigences vont augmenter crescendo en fonction de ça. Et concrètement, une journée, comment ça se passe ? On commence à 8h30 pour préparer l'espace. La clinique, elle, ouvre à 9h et elle ferme à 21h. Donc c'est une très longue journée. On est sur 12 heures par jour, sachant qu'après 21h, c'est le moment de la pratique. Alors on pratique aussi en cours de journée quand il y a un petit peu de temps avec les senpai ou avec le directeur. Mais à partir de 21h, on fait le point sur les difficultés de la journée, sur telle ou telle technique. Voilà, c'est le moment d'une pratique entre nous et qui peut se terminer un petit peu plus tard. Donc ça, c'est de lundi à samedi pour les horaires d'ouverture de la clinique. Et parfois aussi dimanche, parce qu'il ne s'agirait pas de trop se reposer. Alors du coup, c'est beaucoup une phase d'observation, si j'ai bien compris en premier. Comment est-ce que toi, tu abordais l'apprentissage concrètement de tes mains ? Alors effectivement, dans un premier temps, il ne s'agit pas de travailler sur les personnes qui viennent à la clinique. On est sur une phase d'observation. Quand on vient préparer les lits, plier les serviettes, c'est l'occasion de jeter un petit coup d'œil, de voir comment travaillent les autres membres de la clinique. Donc d'observer ce qu'on appelle le Mitori Geiko, l'observation, l'entraînement par l'observation, ce qu'on peut voir, ressentir. Et c'est aussi une forme, là je parle du point de vue de la pédagogie japonaise, de travail du mental. On répète, ça prend du temps aussi. Ce qu'il regarde en nous, c'est aussi cette implication qu'on va mettre à faire des tâches très répétitives, très ennuyeuses, et essayer de voir si on garde encore cette envie de pratiquer, cette volonté d'en savoir plus, d'apprendre, d'observer. Il faut le montrer ça. Et ensuite, petit à petit, c'est pas seulement de l'observation, donc comme je disais, dès qu'on a le temps, on va pratiquer avec le directeur, avec les senpai. Des techniques qu'on va répéter sur des corps différents. C'est l'avantage d'être dans cette équipe assez grande. Et à partir d'un certain moment, ils vont considérer qu'on est capable de pratiquer ces techniques sur les personnes qui viennent nous voir. Donc ça se fait au fur et à mesure. Et alors là-dedans, est-ce que tu avais quelqu'un dans l'équipe qui peut-être t'était dédié ou qui était avec toi un peu plus pour te guider ? Oui, alors je pratiquais principalement avec le directeur, avec Kincho. Et aussi avec un autre senpai, donc Inaba Sensei. C'est une affaire de relation aussi, puis c'est vrai qu'il m'était plus ou moins assigné, on va dire, pour jouer ce rôle de senpai. Le rôle de kuhai et senpai, c'est vraiment une relation qui exige plusieurs choses en fait. Le kuhai, son rôle, ça va être d'apprendre avant tout, mais aussi d'être au service, comme je disais, de la clinique, mais aussi des autres senpai, si on peut les aider dans les petites tâches du quotidien. Et en échange, le senpai, son rôle à lui, ça va être de transmettre la technique, transmettre le fait d'être un praticien shiatsu, ce que ça représente, les valeurs qu'il y a à donner à tout ça. Et aussi, pour lui et pour moi, c'était transmettre certains aspects de la culture japonaise, une manière de se comporter, comprendre les interactions sociales. Voilà. Donc il était là aussi pour faire cette transmission et cette interprétation, parce qu'ils savent bien d'où on vient, ils connaissent mieux l'Occident que nous, on connaît le Japon en soi. Et donc, ils savent que c'est des choses qui doivent s'apprendre également pour nous. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est le temps que ça prend d'apprendre, de faire cet apprentissage. Et c'est un temps qu'on retrouve dans d'autres, on va dire, parcours, que ce soit pour les maîtres sushi ou pour d'autres arts ou en tout cas parcours professionnels au Japon. Il faut du temps pour apprendre, pour assimiler,
Et ça, je l'ai vraiment retenu au sens où c'est de la persévérance en fait derrière tout ça. Et ce que ça t'apporte, cette persévérance, c'est vraiment l'apport de la répétition. On était donc sur des très longues durées. Moi, je suis resté en tout 2 ans et demi à la clinique, avec, comme je disais, une trentaine de personnes par jour qui venaient se faire soigner avec notre équipe. Donc on était à 6 ou 7 personnes qu'on devait prendre en charge personnellement. Alors moi, je m'occupais de la partie shiatsu. Les senpai, eux, avaient en charge la personne, donc avec son suivi, le travail de l'acupuncture. Moi, je m'occupais de l'aspect shiatsu. Donc, il prenait à peu près, on va dire, 3/4 d'heure par personne, 3/4 d'heure, 1 heure, en fonction des personnes qui venaient nous voir. Et donc, c'est vraiment cette répétition qui permet au corps, tout simplement, d'assimiler. Voilà, on passe plus par le mental, on est obligé de décrocher, parce qu'on enchaîne. Aussi, on a cette exigence de rester dans la concentration, de ne pas faire les choses de manière juste répétitive, parce qu'on est fatigué, parce que c'est la 5e, 6e personne de la journée, d'une longue semaine et d'une très longue année. Cette exigence-là ne disparaît pas. Il faut rester concentré, mettre ce qu'on appelle le ishiki, l'intention dans le travail. Et ça, c'est quelque chose que j'espère pouvoir garder pour le reste de ma vie professionnelle. Peu importe mon état mental, peu importe ma fatigue, peu importe les conditions aussi. On se met dans l'instant présent, on se concentre sur notre travail, sur la relation avec la personne, et c'est tout. Très beau parcours, Mehdi. Mais j'aurais aimé en savoir plus. Tu nous avais dit que Inaba Sensei t'introduisait justement aux aspects culturels du Japon. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça ? Je tiens d'abord à préciser que donc, j'ai découvert le Japon par une petite fenêtre. C'est cette clinique à Tokyo. Elle se situe à Yoyogi, entre Shinjuku et Shibuya, pour ceux qui connaissent. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai découvert le pays. Le Japon, c'est bien plus large, il y a beaucoup de nuances, beaucoup de complexité. Et donc c'est par cette petite fenêtre, comme je le disais, que je vais vous en parler. Pour ceux qui connaissent la culture japonaise, il y a beaucoup de codes. La société est assez codifiée. C'est aussi le cas dans d'autres cultures, mais au Japon, peut-être un peu plus. Et il y a aussi, on en a déjà parlé, de cette culture du travail qui est très intense. Voilà, on est sur quelque chose qui n'est pas du tout dans nos habitudes de vie en France, en tout cas, je l'espère. Mais il n'y a pas que ça. En fait, pour découvrir le Japon, il faut aussi prendre le temps, là aussi. On se rend compte que il y a aussi des différences plus subtiles, que ce soit dans les relations culturelles, il y a beaucoup de non-dits, et donc là aussi, il y a ce besoin d'observer, essayer de comprendre un peu ce que ne disent pas les personnes, mais ce qu'elles font passer comme message. Donc c'est des petits regards, c'est des tournures de phrases, c'est subtil, voilà, c'est subtil. Cette subtilité-là, quand on est européen, on arrive avec, j'avais cette image un peu, surtout là, des Américains qui sont très présents au Japon, d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine. Voilà. On arrive, on met les pieds dans le plat, on comprend pas trop ce qui se passe autour de nous, et ils sont bien gentils, ils ne nous remettent pas trop en place si on est juste de passage, mais petit à petit, voilà, ils essayent de faire en sorte qu'on comprenne ce qui se passe autour de nous. Voilà, sachant que ces non-dits, même parfois pour un Japonais, c'est compliqué. Des fois, je posais des questions à ceux qui m'entouraient, mais pourquoi est-ce qu'il a réagi comme ça ? Qu'est-ce qui se passe là ? Ils ne le savaient pas forcément. Donc, il ne faut pas non plus se dire qu'ils ont un 6e sens qui leur permet de tout comprendre, en tout cas que les codes sont tous compris. J'ai un exemple que tu connais, Mathilde, c'est en parlant de code. Alors là, ça va concerner plutôt une personne âgée, donc c'était une patiente qui venait régulièrement à la clinique et qui est tombée malade, qui était à l'hôpital. Une de mes collègues est venue et est partie la voir, prendre de ses nouvelles et lui apporter dans sa chambre d'hôpital une fleur. Alors c'était une fleur en pot. Elle s'est dit, voilà, la fleur va rester longtemps, elle ne va pas faner, elle va en prendre soin. Ça va lui donner du courage pour tenir le temps de son hospitalisation. Sauf que, elle n'a pas su tout de suite, bien sûr. On passe par un intermédiaire au Japon pour éviter les conflits. Mais la dame a été très choquée parce qu'on n'offre pas traditionnellement des fleurs en pot au Japon. En tout cas, pas dans ce contexte-là de l'hôpital. Ça veut dire qu'elle espère qu'elle va s'enraciner dans l'hôpital. Donc ça, vous voyez, c'est des choses qui sont difficiles à comprendre pour des Japonais, mais encore plus pour des Occidentaux qui n'ont pas tous ces codes. Oui, je me souviens effectivement de réunions auxquelles on avait le droit assez souvent, quand on parle justement de passer par une autre personne. Est-ce que tu te souviens ? Oui, alors, donc comme je disais, dans la gestion des conflits, on passe par un intermédiaire, une tierce personne.
pour faire passer un message. Voilà. C'est quelque chose d'assez commun là-bas. Bah, ça permet d'éviter toute réaction violente, ou en tout cas de faire avancer les choses sans mettre trop d'ego. C'est également le cas à la clinique, notamment pour faire passer certains messages. Forcément, on va faire quelques erreurs, on ne va pas forcément tout comprendre. Bon, on va faire certaines fautes, on va dire, en regard de ce qui peut être attendu de nous. Et donc là, à chaque fois, ça va nécessiter une réunion. On nous met de côté, on nous appelle, on va à l'intérieur. Il y a beaucoup ce côté au Japon, extérieur, intérieur, Soto, Uchi. Donc on va en intérieur, en arrière-boutique, surtout pour qu'on nous explique ce qui ne va pas, ce qu'il faudrait corriger, ce qui est bien de faire. Il y a un côté, pour nous, je pense, assez infantilisant, où on se sent un peu en faute. On n'est pas trop à pouvoir s'expliquer ou à pouvoir dire « mais pourquoi on ne fait pas comme ça ? Pourquoi on ne fait pas comme ça ?» Non, il n'y a pas de remise en cause qui est attendue, de leur part en tout cas. C'est de notre part, il faut comprendre ce qui ne va pas, corriger et montrer aussi qu'on a compris ce qui n'allait pas et faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez intéressant, fatigant aussi, parfois très frustrant, et puis cette sensation de toujours marcher sur des œufs, c'est ce que je retiens aussi de ces quelques années là-bas. Ok, merci pour ces magnifiques explications. Est-ce que tu pourrais nous parler de qu'est-ce que le yin shiatsu ? Comment le décrire concrètement ? C'est une forme de shiatsu qui reflète un peu tout ce que je vous ai dit, qui demande beaucoup d'engagement. Un engagement physique déjà. Le yin de yin shiatsu, on peut dire yin en japonais, c'est cette notion de profondeur. Donc concrètement, il va falloir y aller en profondeur. Alors pas de manière trop brutale, l'idée c'est d'y aller progressivement. Donc il y a vraiment cette notion à garder en tête dans le yin shiatsu de progressivité. On prend contact, on commence par des pressions assez larges, assez globales, et petit à petit avec les pouces, puis avec les coudes, donc c'est un élément qui est beaucoup utilisé, et éventuellement avec le sokanshin, donc c'est un doigt en bois qui est typique de la clinique. On va effectuer nos pressions, donc de plus en plus profondes et de plus en plus précises. C'est une notion à retenir, et donc cette notion de profondeur, c'est ce qui caractérise, on va dire, le yin shiatsu parmi d'autres shiatsu éventuellement. Un autre aspect que j'apprécie, c'est la variété aussi des moyens de pression. Comme je disais, on utilise les coudes, on n'utilise pas seulement les pouces, ce qu'on retrouve beaucoup en France. On va utiliser les doigts plats, le bout des doigts, la tranche de la main, les paumes bien sûr, les avant-bras, un peu les pieds aussi. Voilà, donc c'est toute une variété, un panel technique qui met du temps à apprendre. C'est pour ça aussi qu'il fallait rester un certain temps, mais qui donne une richesse à notre pratique. Je donne souvent l'image d'une boîte à outils qu'on va utiliser, des outils qu'on va sortir en fonction de sur ce quoi on veut travailler, les effets qu'on veut apporter, et toujours dans cette idée de faire accepter la pression à la personne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? C'est un shiatsu assez concret au sens, je disais physique, donc il y a cet engagement physique de notre part, mais aussi pour la personne qui reçoit, on vient travailler sur le muscle, on va travailler sur le tendon. On parle de tsubo, de points d'acupuncture, mais concrètement, en tout cas, ce que j'en ai retenu, moi, c'était que c'était des points sur des chaînes musculaires. On va beaucoup cibler les tendons, c'est l'aspect yin du muscle, si on veut, pour amener cette détente, à une meilleure circulation. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié aussi. Il y a aussi un aspect plus ostéo-articulaire, si on veut, avec un travail des articulations, un travail assez dynamique, qui peut paraître contraire avec l'aspect yin, mais qui se complète, justement. On n'est pas que sur des pressions lentes, en fonction du besoin, en fonction, par exemple, pour des personnes sportives, ça va être intéressant de venir travailler l'articulation en dynamique, venir effectuer une pression et mettre en mouvement l'articulation. C'est aussi un contexte où on masse 6-7 personnes par jour. C'est déjà assez fatigant comme ça, donc on ne va pas pratiquer sur futon. C'est toujours étonnant, je l'explique à mes collègues en France, qu'en France on pratique plus sur futon et au Japon au final plus sur table, pour des raisons pratiques. On est assez pragmatique, l'idée c'est pas de se fatiguer, de s'abîmer les genoux, et puis aussi pour des raisons aussi d'hygiène, on peut facilement changer rapidement une table, et aussi parce qu'on a des personnes âgées qui viennent nous voir, la société japonaise est plutôt vieillissante. Le public du shiatsu au Japon, ça va être plutôt des femmes âgées. Donc il faut qu'elles puissent se relever, il faut qu'elles puissent se sentir à l'aise. Une table va être un peu plus pratique pour ça. Un autre aspect, je parlais technique, mais il y a aussi le relationnel. C'est important, on le sait, dans le shiatsu. On est sur un art du toucher, mais aussi de la relation entre deux personnes. Alors peut-être brièvement deux aspects. Ce qui va être intéressant, c'est ce dialogue constant qu'on va garder tout au long du soin.
C'est un choix, mais ce qui est souvent demandé aux praticiens, c'est de s'assurer que ce qu'on ressent l'est aussi par la personne qui reçoit. Que la pression n'est pas trop forte, que la pression est juste. On va beaucoup s'intéresser au hibiki, c'est aux sensations de diffusion. C'est la stimulation que va ressentir la personne quand on appuie sur un point, jusqu'à un certain niveau de pression. Et ça, on peut l'estimer de notre part, on peut, avec l'expérience, avoir un certain ressenti de cet aspect-là, mais rien ne vaut le retour d'une personne qui reçoit elle-même. Voilà. Donc on demande, on questionne. Pendant une bonne partie du soin, ça va être cet aller-retour constant entre deux corps qui communiquent, mais aussi verbalement, cet échange se fait. Voilà, pour clôturer ce que j'avais à dire brièvement sur le Yin Shiatsu. Alors à la lumière de tout ce dont on vient de parler, est-ce que tu voudrais faire une conclusion sur ton expérience ? Oui, alors comme vous avez pu, je pense, le comprendre, c'était une expérience très riche, très complexe aussi. Il y a beaucoup de belles choses, certains points négatifs bien sûr, mais ça fait partie de la vie. On est sur une compréhension un peu plus complexe du Japon, du monde du travail, du shiatsu en lui-même. Ça m'a permis de mettre de côté certains fantasmes sur la pratique, sur le Japon, sur le shiatsu. Ça m'a permis aussi de me sentir plus compétent, tout simplement. Avec une expérience aussi riche, voilà, on se sent un peu plus à même de pratiquer, de recevoir des personnes en cabinet. Même si c'est un long chemin, je suis revenu en France dans un contexte où je travaille seul. C'est très différent. Là. Le travail d'équipe, c'était quelque chose que j'avais vraiment apprécié. Le fait d'avoir une supervision aussi. Et bien sûr, le Japon, c'est loin, on n'y retourne pas tous les jours. J'ai eu l'occasion d'y retourner en février dernier. Voilà, c'est des aspects que j'ai envie un peu de reproduire en France, ou peut-être sous un autre contexte. Favoriser le travail entre professionnels, les échanges, le retour d'expérience, voilà, toutes ces choses-là qu'on essaie de mettre en place maintenant à Strasbourg avec d'autres collègues. Et puis j'ai envie de transmettre aussi ce que je vous ai présenté, que ce soit la technique, mais aussi tout ce contexte. Voilà, ces deux aspects-là, c'est ce que je retiens principalement de ma pratique. Eh bien, merci beaucoup Mehdi pour toutes ces informations et cette belle aventure. Si tu souhaites clôturer par quelques petits mots. Oui, alors avant tout, un conseil, c'est le même conseil qu'a pu donner un pratiquant d'aïkido japonais, pratiquer, voilà. C'est avant tout par la pratique qu'on évolue, à partir de la pratique duquel va émerger des réflexions, une évolution, voilà. J'ai appris, on va dire, des fondamentaux, mais ça va continuer à décanter. Pour conclure, je vous invite à également vivre une expérience au Japon, c'est quelque chose de très enrichissant. À vous de voir aussi sous quelle forme ça peut l'être. Voilà, maintenant vous êtes armé et vous comprenez un peu mieux ce qui va vous attendre, sachant qu'il y a aussi d'autres lieux pour pratiquer. N'hésitez pas à aller voir d'autres styles, à vous enrichir. Mais avant tout, le principal dans le shiatsu, c'est de pratiquer. Voilà, aller à la rencontre des autres, enrichir votre pratique. Et puis n'hésitez pas à me contacter pour en parler plus en avant. Merci Mehdi Habid et merci Mathilde Mignot pour cet entretien enregistré à Strasbourg. Vous y êtes l'un et l'autre praticien et praticienne de shiatsu. Entretien monté et réalisé par François-Olivier Louaille. Je rappelle ce conseil de lecture donné par Mehdi, l'interview de Nabokuyi Takeuchi, fondateur du Yin Shiatsu. Des propos recueillis par Yvan Bell est disponible sur le blog Ryoho Shiatsu, ce blog qui rassemble également les épisodes de notre podcast et qui est riche de nombreux contenus en 6 langues, théories, interviews de maîtres, fiches de lecture et opportunités de stage, une mine. À très bientôt pour le prochain épisode de Sur les pas du Shiatsu.